Avec le passage à la phase 4, l'équipe du CEPIAS a actualisé les recommandations régionales relatives à la gestion de l'épidémie Covid-19. Ce nouveau webinaire n'a pas pour objet de décrire l'ensemble des mesures en détail. Nous allons aborder les questions pour lesquelles nous sommes beaucoup sollicités et qui vous concernent. Pour info, 2 autres webinaires sont à disposition en complément sur notre site, l'un spécifiquement dédié aux établissements de santé, le second au secteur médico-social. La phase 4 signe le temps de la reprise de l'activité dans vos cabinets de ville. Avec cette nouvelle phase, qui est marquée par le déconfinement progressif, nous revenons à une stratégie de recherche active des nouveaux cas et des sujets contaminés parmi leurs contacts. Vous êtes au centre de cette stratégie pour ce qui concerne le domaine communautaire. Par ailleurs, les mesures qui visent à protéger les personnes vulnérables et les professionnels de santé, ces mesures sont poursuivies afin d'éviter une augmentation rapide du nombre des formes graves, ainsi que la contamination des soignants. Cette diapo reprend l'objectif de la stratégie nationale, ainsi que les moyens qui sont mis en œuvre dans cette nouvelle phase. Pour information aussi, cette diapo reprend la liste actualisée des sujets qui présentent des facteurs de risque associés à l'évolution vers une forme sévère d'infection à SARS-CoV-2. Aujourd'hui encore, nous avons souhaité mettre l'accent sur la nécessité de respecter scrupuleusement et de ne surtout pas relâcher l'application des mesures de type précaution standard plus ou précaution standard renforcée, c'est-à-dire les mesures qui doivent être appliquées dans le cadre du soin et quel que soit le statut des patients qui sont pris en charge. En tout premier lieu, rappelons la nécessité du port en continu du masque chirurgical par les soignants. Le port du masque protège le soignant dans le cadre des soins. Pour être efficace, le masque doit être bien appliqué, doit rester sec, il ne doit pas être mobilisé. Lorsque le masque est touché par inadvertance, le soignant doit alors réaliser une friction immédiatement. Rappelons que les masques sont des dispositifs à usage unique et qu'en aucun cas ils ne doivent être retraités, afin de garantir la sécurité des professionnels qui les portent. Le port en continu des APR de type FFP2 est réservé aux services dans lesquels les gestes invasifs sur la sphère ORL sont très fréquents, c'est-à-dire en pratique aujourd'hui dans les seuls secteurs Covid-19 des services de réanimation. Dans le cadre des précautions standard plus, le renforcement de l'hygiène des mains est crucial. L'hygiène des mains permet à la fois de diminuer le risque de contamination des soignants et aussi diminuer le risque de diffusion du SARS-CoV-2 d'un patient à un autre. L'hygiène des mains doit bien sûr être privilégiée par la friction, en utilisant la friction avec un gel ou un soluté hydroalcoolique virucide. En dehors des contre-indications à la friction, c'est-à-dire lorsque les mains sont visuellement sales ou humides. Dans ce cas, les mains doivent être lavées avec un savon doux et séchées avec des essuie-mains à usage unique, en papier. Le port de gants est nécessaire dans un nombre limité de cas. Le soignant doit porter des gants à usage unique pour tous les soins qui l'exposent à un risque de contact avec le sang ou un autre liquide biologique, comme la salive par exemple, ou les sécrétions vaginales. Le port des gants en excès doit être découragé pour les soins qui n'exposent pas les professionnels au liquide biologique. En effet, le port en excès des gants est associé à un moindre respect des opportunités d'hygiène des mains et donc favorise la transmission croisée entre patients et la contamination des surfaces dans l'environnement du soin.
Pour éviter de contaminer les surfaces touchées avec les mains gantées, les gants donc doivent être retirés dès qu'ils ne sont plus nécessaires. Nous profitons de ce webinaire pour rappeler très fortement que la friction réalisée sur les gants ne correspond en rien en une hygiène des mains. Les gants ne sont pas désinfectés correctement d'une part, et d'autre part, ils deviennent poreux et à ce moment-là ne protègent plus les soignants de façon optimale. Pour ce qui est des autres EPI, le passage à la phase 4 est associé à une recommandation nouvelle, à appliquer pour tous les patients, quel que soit leur statut Covid. En effet, lorsque le soignant risque d'être exposé par aérosolisation de liquide biologique de la sphère ORL, pour tout patient et pendant la phase 4, le soignant doit porter un masque de type FFP2. C'est le cas, par exemple, de la nasofibroscopie ou des soins de trachéo ou encore de la kiné respiratoire. Lorsque le risque de projection de liquide biologique ne concerne pas la sphère ORL, les précautions standards habituelles s'appliquent avec port d'un masque chirurgical. C'est par exemple le cas pour les soins, comme ici, de plaies étendues et exsudatives. Dans tous les cas, les dispositifs de protection doivent, comme cela a déjà été dit pour les gants, être retirés dès que possible afin de limiter la contamination du soignant à partir des pathogènes qui sont à la surface des dispositifs de protection. Les précautions standards renforcées qui sont nécessaires pour l'épisode Covid-19 font une place importante au bionettoyage de vos locaux. Ce bionettoyage doit être renforcé, plus fréquent et réalisé avec des produits adaptés, c'est-à-dire virucides, afin de diminuer le risque de contamination des patients et de vous-même par les virus qui sont disséminés dans l'environnement autour des cas. Habituellement, il est recommandé d'utiliser pour le bionettoyage des gants à usage unique qui sont changés régulièrement. Aujourd'hui, et de façon transitoire, compte tenu de la tension qui existe concernant les gants à usage unique, nous recommandons d'utiliser des gants de ménage classiques afin de réserver les gants à usage unique pour les soins qui nécessitent de les porter. Vous devez porter une attention particulière à l'entretien des dispositifs qui sont en contact avec les patients. Ces dispositifs doivent être désinfectés systématiquement entre deux patients avec des lingettes détergentes désinfectantes. Enfin, nous rappelons l'importance du bionettoyage quotidien de vos locaux. Il doit être fait en grand au moins une fois, préférablement le soir, et être complété par une aération des locaux aussi importante que possible. La climatisation de vos locaux est possible si ces systèmes ne mettent pas en place un système de recyclage de l'air. Au jour d'aujourd'hui, comme pour la phase 3, l'élimination des déchets liés à la prise en charge des patients cas ou suspects Covid-19 est faite dans la filière DAOM, à l'exception des déchets qui sont classiquement des dasseries, pour lesquels l'élimination ne change pas. Donc pour les masques, en particulier les gants, les mouchoirs, leur élimination peut se faire donc en double sac, entreposé 24 heures dans vos locaux, avant élimination classique dans la filière DAOM. La phase 4 fait une grande place aux tests diagnostiques de type RT-PCR. La mise en œuvre de ces tests est nécessaire dans certaines conditions et pour lesquelles vous serez en partie impliqué. Nous allons les présenter en détail. Sur ce schéma est représenté le déroulé d'une infection à SARS-CoV-2
pour un sujet ne développant pas de forme grave, de sa contamination à sa guérison. 3 périodes peuvent être distinguées. La période d'incubation, qui a suivi le contact avec un cas. Deuxièmement, la période de contagiosité, qui débute 48 heures avant le début des signes et dure 10 jours. Et enfin, la guérison, qui intervient 8 jours après le début des symptômes. Comme vous voyez, les résultats de la PCR, réalisés à partir d'un prélèvement nasopharyngé de qualité, sont généralement positifs 48 heures avant le début des symptômes et peuvent rester positifs très longtemps après la guérison par la détection d'ARN viral non infectieux. Les laboratoires où peuvent être réalisés les prélèvements et les analyses sont maintenant très nombreux. Vous pouvez les identifier facilement sur le site de l'ARS à l'adresse qui est mentionnée ici. Aujourd'hui, les prélèvements salivaires ou oropharyngés ou encore de crachat ne sont pas au point. Seuls les prélèvements nasopharyngés doivent être réalisés. Ces prélèvements doivent être réalisés par des personnes formées. Un défaut de qualité du prélèvement pourra être responsable de résultats faussement négatifs. Rappelons aussi que le prélèvement peut provoquer de la toux et est donc un geste à risque d'aérosolisation. Le préleveur doit absolument porter un masque de type FFP2. Les tests doivent être réservés à des indications très précises, en dehors desquelles leur réalisation n'est pas recommandée. En particulier, ils ne doivent pas être utilisés seuls pour lever des mesures Covid-19, ni décider des transferts ou des admissions en EHPAD par exemple. Pour un patient qui a été symptomatique et qui a donc un test positif, on peut estimer la guérison à partir de J8 après le début des signes et en absence de fièvre et de dyspnée depuis 48 heures. Si ce patient présente des facteurs de risque d'évolution vers une forme grave de Covid-19, le délai est de 10 jours. Lorsque l'on est en présence d'un sujet PCR+, mais asymptomatique, l'interprétation de ce test est plus complexe. En effet, en l'absence de tests sérologiques satisfaisants encore aujourd'hui, on ne peut pas discerner s'il s'agit d'une infection Covid-19 ancienne et que donc, le sujet est guéri, ou bien d'une infection débutante, ou encore d'une infection active mais sans symptômes. Dans ces cas-là, et s'il s'agit de isoler la personne, en particulier à son domicile, la quatorzaine sera le plus souvent retenue. Si vous avez contracté le SARS-CoV-2 avec une forme symptomatique, la guérison et le retour au travail peuvent intervenir à J8 en absence de fièvre et de dyspnée depuis 48 heures ou éventuellement J10 en présence de facteurs de risque d'évolution vers une forme grave. Pour le cas d'un soignant détecté positif mais asymptomatique, ça va être le cas dans le cadre d'investigation autour d'un cas, l'éviction de ce soignant n'est pas obligée, elle sera décidée avec le médecin du travail, en tout cas un médecin. Le soignant pourra continuer à travailler en respectant bien sûr le port du masque chirurgical en continu et en réalisant une autosurveillance. La stratégie en phase 4 va amener à détecter des sujets avec des tests positifs, symptomatiques. Ces cas vont devoir faire l'objet d'un signalement à partir duquel une investigation va être entreprise à la recherche de cas parmi les personnes contacts de ce cas. La notion de contact répond à des caractéristiques très précises qui sont présentées sur cette diapositive
il s'agit de contacts avec un cas sans mesure barrière. Les contacts peuvent être assez rapidement exclus dès lors que l'application des mesures barrières existe ou a existé entre le cas et les personnes possiblement contacts. Ce qu'il est important aussi de considérer, c'est la période pour laquelle on recherche ces contacts autour d'un cas. Donc la période commence le jour 48 heures avant le début du symptôme du cas et se termine le jour du diagnostic PCR du cas. Donc une fois retrouvés, ces contacts du cas feront l'objet d'un dépistage à leur tour et seront éventuellement isolés, mis en quatorzaine. Ces investigations se feront en contact étroit avec les équipes de l'ARS. Dans les diapositives suivantes, nous allons revenir sur quelques points liés à la reprise des activités dans votre cabinet. Ce qu'il est nécessaire, c'est de distinguer les soins avec ou sans geste invasif sur la sphère ORL. Donc pour simplifier, si on commence par les soins sans geste invasif sur la sphère ORL, il y a 3 cas de figure. Donc dans le premier cas, le patient est asymptomatique et sans risque d'évolution vers une forme grave. À ce moment-là, les précautions standards plus s'appliquent et seul le soignant porte un masque de type chirurgical. Nous ne recommandons pas l'utilisation des masques en tissu dans le cabinet puisqu'il est difficile de garantir leur propreté et finalement pourraient, s'ils étaient utilisés, amener à contaminer l'environnement du soin. Le deuxième cas, c'est un soin, donc toujours sans geste invasif sur la sphère ORL, sur un patient asymptomatique, mais présentant des risques d'évolution vers une forme grave de Covid-19. Dans ces cas-là, en plus du masque du soignant, le patient doit arriver dans votre cabinet, et en particulier dans la salle d'attente, avec un masque protecteur, donc de type chirurgical. Donc pour le cas où ce masque ne serait pas en place à l'arrivée, le patient ne l'aurait pas mis en arrivant au cabinet, vous devez en disposer pour pouvoir lui proposer de porter ce masque dès lors qu'il rentre dans vos locaux. Si le port du masque, soit le vôtre ou soit celui du patient, risque d'entraver le soin, par exemple pour la rééducation vocale, le ou les masques peuvent être retirés de façon temporaire. Dans ce cas, la distanciation et éventuellement l'utilisation d'une barrière physique limiteront les risques de contamination. Enfin, troisième cas, pour des soins toujours sans geste invasif sur la sphère ORL, le cas d'un patient connu ou suspect de Covid-19. Donc là, il y a 2 solutions, soit ces critères ont été anticipés et éventuellement la consultation soit à distance, soit peut être reportée, soit la consultation a lieu, et à ce moment-là, en plus donc des 2 masques, du soignant et du patient, vous devez vous équiper d'une tenue qui protège vos vêtements, et en l'occurrence une surblouse à manches longues à usage unique. Si vous êtes en présence d'un sujet suspect, Covid-19 bien sûr, il faut en profiter pour faire un test PCR pour déterminer s'il s'agit d'une infection SARS-CoV-2. Pendant la phase 4, la prise en charge de tous les patients, quel que soit leur statut Covid-19,
va présenter donc des particularités s'agissant des soins avec risque d'aérosolisation de la sphère ORL. Ils sont listés ici. Certains peuvent être faits dans vos cabinets, en particulier la kiné respiratoire ou encore la nasofibroscopie par exemple, ou encore des soins de trachéotomie. Donc pour ces soins, le patient n'est pas masqué, mais vous devez être protégé par un masque FFP2. Par ailleurs, pour le reste, les mesures sont identiques à celles qui sont nécessaires pour les soins sans gestes invasifs sur la sphère ORL. L'ensemble des recos présentés a fait l'objet d'une analyse partagée avec les responsables de l'ARS. Vous trouverez sur notre site le diaporama de ce webinaire. Nous vous encourageons à vous rendre régulièrement sur notre site ainsi que sur celui de l'ARS, les documents évoluant très vite en fonction de la situation.